Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end avec mes débatteurs de la première heure. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Stéphanie. Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Gilles. Bonsoir Stéphanie. Vous l'avez suivi certainement, messieurs. Plusieurs milliers de personnes étaient donc rassemblées à Marseille en hommage à Mehdi Kessassi, tué en guise d'avertissement le 13 novembre sur fond de narcotrafic. De nombreuses personnalités politiques de tous bords étaient sur place. Bonsoir Jean-François Guéraud. Bonsoir madame. Commissaire général, auteur des Sociétés du silence, l'invisibilité du crime organisé aux éditions Fayard. On est vraiment heureux de vous recevoir ce soir, Jean-François Guéraud, puisque vous êtes l'un des meilleurs spécialistes français du crime organisé. Alors je sais que vous n'aimez pas forcément, parce que vous êtes encore en activité, commissaire général, commenter l'actualité, mais quand même. On a entendu tout à l'heure le maire de Marseille, lors de cette marche blanche, nous dire on va parler d'unité, on va pas trop dramatiser, on n'est quand même pas dans le Palerme des années 80. Vous qui avez écrit, c'est combien, presque 500 pages de livres consacrés en grande partie à la mafia italienne, à tous ces systèmes, à l'univers de ces mafias. Est-ce que vous feriez la même analyse que Benoît Payan ? Alors, je ne me permettrai évidemment pas de commenter une déclaration d'un maire. Je rappelle simplement que son prédécesseur, pendant près d'un quart de siècle, a répété à l'envi que Marseille n'était pas Chicago. Donc, je ne sais pas ce que l'on dira dans 10 ans. Ceci dit, en effet, Palerme, dans les années 80-90, a été un moment très particulier de l'histoire de l'Italie et du crime organisé, parce qu'on a eu une famille de la Cosa Nostra et Corleone qui ont mené une politique d'assassinat et en fait de terrorisme, qui était une politique de grande visibilité et de confrontation avec l'État, mais anormale par rapport à ce qu'est normalement une mafia, c'est-à-dire un univers du silence, de la discrétion et de l'invisibilité. Cette parenthèse est refermée, car la mafia a compris que ce moment d'hubris, de folie des grandeurs, lui avait coûté très très cher. Et ce que l'on vit actuellement à Marseille, c'est l'antithèse de ce qu'est fondamentalement un territoire contrôlé par une vraie société secrète criminelle, une vraie mafia. Et cela n'a en effet rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que clairement vous faites la différence. D'ailleurs, ce qu'a fait l'écrivain italien hier dans le Figaro, Roberto, oui, merci, je cherchais son nom, Raphaël. En effet, il disait en France clairement, on ne fait pas la différence entre le système mafieux et le système criminel, et c'est là notre erreur. Est-ce que vous partageriez justement ce diagnostic ? Parce que lui, justement, il estime déjà qu'on est dans ce système mafieux, mais vous nous dites non, pas nécessairement. Justement, c'est presque l'inverse. Alors, il y a un problème de qualification qui n'est pas uniquement un problème théorique, c'est un problème de compréhension du réel. Il faut accorder beaucoup d'importance aux qualifications parce que les mots précèdent les choses. Et si on qualifie mal le réel, soit en le relativisant, soit en l'exagérant, on risque de l'invisibiliser. Qu'est-ce que c'est qu'une mafia ? Ce n'est évidemment pas ce que la langue journalistique et politique nous décrit, c'est-à-dire un synonyme de criminalité organisée. Une mafia, en criminologie, c'est un type très particulier d'organisation criminelle. Il y en a une dizaine à travers le monde. L'archétype en est Cosa Nostra en Sicile. Et ce sont des organisations qui ont une sociologie de société secrète. C'est l'exception. La plupart des organisations criminelles sont de vulgaires bandes criminelles, ce qui n'enlève rien à leur dangerosité. Mais on n'est pas dans le même univers sociologique. Le jour où on aura une vraie mafia à Marseille, tout sera calme, mais on aura définitivement perdu le contrôle du territoire. Si vous deviez décrire aujourd'hui les réseaux de narcotrafiquants qui agissent notamment à Marseille, comment vous les qualifieriez ? Ce sont des bandes criminelles. La DZ Mafia, c'est une bande criminelle. C'est une bande criminelle, et je le répète, ça n'enlève rien à sa richesse, sa puissance, mais ce sont des structures d'une autre nature. Est-ce que, justement, vous pensez qu'on va arriver à cette camorisation, vous employez le terme, je crois, dans votre livre, de certains territoires en France. On a bien compris que, selon vous, on n'y était absolument pas, que ce n'était pas la même manière d'agir. Mais est-ce qu'on a ce risque d'y arriver ? Est-ce que, d'après les profils, j'imagine que vous les avez quand même étudiés de près, on a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux hier ces images assez terrifiantes et violentes de cette DZ Mafia qui arrive, alors effectivement pas du tout discrète, dans un quartier sensible de Sète pour prendre le pouvoir. On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais je comprends tout à fait le propos de Roberto Saviano quand il fait un parallèle avec la situation italienne, dans la mesure où ce qui est commun, c'est un processus
d'inversion de contrôle territorial, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence de souveraineté sur ces territoires, une concurrence entre l'appareil d'État, qui est seul légitime, la légalité, et aujourd'hui des organisations criminelles qui exercent ou qui tentent d'exercer un pouvoir social et économique. Donc cette inversion de souveraineté sur certains territoires français peut faire penser à des processus que l'on rencontre en Italie, mais en réalité dans la plupart des pays à travers le monde sur la planète, parce qu'on n'a pas voulu voir que depuis le milieu du XXe siècle, et surtout depuis la chute de la fin de la guerre froide, la planète s'est profondément criminalisée. Soit sous le joug d'organisations criminelles, soit parce que des États gangstérisés gèrent des rentes criminelles. Et ce qui nous attend au XXIe siècle, c'est la centralité donc, du jeu d'organisations criminelles et d'acteurs criminels. Ça veut dire quoi, la centralité ? C'est-à-dire que le phénomène ne sera plus marginal, contrôlable et contrôlé. Ce sont des pouvoirs qui vont s'inviter dans les mécanismes, à la fois dans le fonctionnement des marchés économiques et financiers, qui vont corrompre les administrations et qui, à un moment donné, vont exercer une forme de tutelle ou vont rapidement s'assurer une forme d'accommodement avec le pouvoir politique. Donc une corruption vraiment démocratisée, si j'ose dire. Oui, c'est pas très optimiste ce que vous nous dites, mon cher Jean-François Guéraud. Oui, j'évite toujours de faire de la psychologie. Oui. J'essaye simplement de porter un diagnostic un peu froid sur la réalité. En effet. Gilles Boutin. Oui, d'abord pour revenir sur la phrase de Benoît Payan, dire que Marseille n'est pas Palerme tend à minimiser la situation, en tout cas sans que les Français aient une connaissance précise de ce qui caractérisait Palerme dans les années 80. On comprend que derrière, tout comme vous le disiez, Marseille n'est pas Chicago. Je crois qu'il est assez malvenu de minimiser ce qui se passe à Marseille. Il y a suffisamment de morts comme cela. Ce qui amène une question, c'est-à-dire que peu importe la nature, est-ce une mafia ou n'est-ce pas une mafia ? La grande question, c'est la réponse. Et vous l'évoquez, c'est très compliqué parce que c'est mondial. Mais au-delà de la lutte à la fois mondiale et aussi au niveau des systèmes, enfin des réseaux, par quoi passe la réponse ? Est-ce que la réponse peut aussi passer par le terrain, tout simplement, par l'occupation, c'est-à-dire rendre impossible l'exercice du métier, si l'on peut appeler ça un métier, de distributeur de drogue ? Faut-il augmenter les effectifs d'une police d'occupation de terrain ou convoquer l'armée ? C'est une question que je pense beaucoup de gens se demandent en se disant mais comment on va faire pour rendre un peu de sécurité au quotidien aux gens qui vivent en enfer dans ces quartiers ? C'est une question légitime. Là, on entre sur un terrain politique, au sens le plus noble du terme. L'histoire du crime organisé nous apporte quelques leçons, voilà, aussi bien aux États-Unis d'ailleurs qu'en Italie. En Italie, l'État s'est réveillé d'abord de manière isolée. Dans les années 80, c'était quelques juges, quelques policiers. Ça leur a coûté leur vie. Et puis, à partir des années 90, c'était une réponse organisée. On voit très bien qu'en Italie comme aux États-Unis, le seul moyen de faire reculer réellement, de déraciner une partie du crime organisé, c'est par une action répressive continue et constante. C'est simple, clair et net. C'est difficile à faire, mais c'est ça la solution. Alors, évidemment, on peut toujours envisager d'autres méthodologies. Le fait qu'il y ait une réaction de la société, on l'a vu en Italie avec l'antimafia sociale, avec un discours sur le retour à la légalité et au civisme, c'est très bien. Il y a l'action des maires, on peut toujours avoir on peut toujours envisager des politiques d'éducation ou préventives, mais en réalité, la solution, elle est dans une action répressive continue à partir d'un diagnostic éclairé. Alors effectivement, là, vous allez peiner. Alors je sais bien que vous ne faites pas de psychologie, mais enfin, je me permets quand même de vous dire que vous allez peiner beaucoup de politiques de gauche, parce qu'on en entendait encore aujourd'hui, qui nous disaient attention au trop répressif, ça a d'ailleurs produit des erreurs au Mexique notamment. Donc vous, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que vous connaissez extrêmement bien ces dossiers. Vous nous dites non, il faut aller vers beaucoup plus de répression aujourd'hui. Le meilleur outil, c'est celui de la loi et d'une politique pénale adaptée. Voilà. Débarrassons-nous de concepts comme guerre, l'armée, etc. Revenons à des choses simples, claires, une action répressive bien sentie avec de bons outils et de bonnes lois. Aujourd'hui, on a quelques handicaps.
On a en particulier ce qu'on appelle la filière d'investigation, une police judiciaire en France qui est très malade, hein, depuis à peu près 3 décennies. Il y a des causes profondes à cette maladie qui tient en particulier à l'état de notre droit, à l'état du droit pénal et de la procédure pénale. Revenons à des choses simples et claires, hein, celles qu'on doit faire dans un pays démocratique. Jean-François Guéraud, dans la nouvelle loi narcotrafic de juin 2025, il y a le statut du repenti. Vous en parlez beaucoup dans votre livre, hein, ces grandes figures mafieuses avec ces témoignages de repentis. Est-ce que pour vous, ça peut véritablement quand même changer la donne ? Alors, la France a voté en 2025 une très bonne loi, hein, qui a importé en particulier donc l'article 41 bis du code pénitentiaire italien, c'est-à-dire en fait tout simplement les quartiers de haute sécurité que nous avions supprimés en 1981. On a amélioré un dispositif qui existait déjà, qui est celui des collaborateurs de justice. Donc il y a eu tout un tas de progrès juridiques très, très, très nets. Ces réformes législatives à elles seules ne suffiront pas. Voilà. La marche est beaucoup plus haute. Et comme je le disais, il faut que nous ayons une réflexion, mais c'est en dehors de mon champ de compétences, à la fois sur ce qu'est aujourd'hui le Code de procédure pénale. Alors, c'est un sujet très technique, très peu médiatique, mais c'est l'outil de travail des policiers. Et puis d'autre part, sur ce qu'est la politique anticriminelle, il faut que dans ce pays, on remette la prison au milieu du village, pour utiliser un proverbe ancien. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Guéraud. Les sociétés du silence aux éditions Fayard. J'invite nos auditeurs à lire ce livre qui va d'ailleurs nous plonger dans certains films même qu'on a pu voir, l'univers des mafias italiennes. C'est passionnant. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous sur Europe 1.